Très content de vous accueillir dans cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle avec un petit peu plus tard des rencontres avec des acteurs locaux, chroniqueurs de retour, Nicolas-Vincent Poirier, Spider-Man, le nouveau, les retrouvailles, on va en jaser avec lui, Stéphanie Léveillé, Denis va de retour de vacances, va apporter son tan grillé aussi, à défaut de nous pouvoir avoir pu profiter du soleil. Bref, elle va nous ensoleiller, le tout avec des activités à faire cet été, activités extérieures, activités aussi intérieures, spectacle d'humour sur le territoire lavallois. Rencontre avec une politicienne, une femme d'exception. C'est Virginie Dufour, qui est conseillère municipale de Sainte-Rose, qui sera là pour nous parler de certains dossiers politiques municipaux et plein d'autres rencontres un petit peu plus tard que je vous propose. Mais pour tout de suite, évidemment, secteur nouvelle et ces 4 autres Lavallois qui sont chanceux. La chance qui semble évidemment continuer de frapper à la porte des Lavallois alors que 4 autres résidents de l'île Jésus qui ont empoché les montants remportés à la loterie. Le 27 mai, Sylvain Gilbert a mis la main sur une jolie somme de 108 000 $, le résultat de 5 numéros gagnants sur 6, plus le complémentaire au 6,49. Et c'est au dépanneur Lavoie 2000 que le billet a été validé. M. Gilbert a attendu le premier jour de ses vacances, débutant la journée de la fête nationale, pour annoncer la nouvelle à sa conjointe. Le couple utilisera cet argent pour payer des rénovations à la maison et sa nouvelle piscine. Sylvain Bocage, c'est pas terminé, a partagé un lot de 61 000 $ au tirage du 7 juin de la 649. Le gain étant divisé en 54 parts, le Lavallois est reparti de l'Auto-Québec avec quand même 1 131 $. François Saint-Jean et son collègue de travail des Laurentides, Michel Durocher, ils ont vu la chance leur sourire le 21 juin, toujours au 649, remportant 117 000 $. Le résident de Laval compte utiliser tous ces beaux dollars pour une mise de fonds à l'achat d'une maison. Et l'émission La Poule aux œufs d'or qui a fait le bonheur de Laurent Séguin qui s'est enrichi de 77 000 $ lors de son passage dans les studios de TVA. Ses projets, vendre sa maison et voyager. Finalement, le dernier chanceux en lice, et non le moindre, se nomme Réal Leblanc, dont les 6 derniers chiffres de l'extra au tirage du 29 juin lui ont valu 25 000 $, le billet qui a été acheté au marché Trois-Frères sur le boulevard Sainte-Rose-Ouest. L'année 2017 s'avère chanceuse jusqu'ici pour les gens de Laval. En 6 mois, 24 personnes ont encaissé un chèque de 25 000 $ ou plus, dont 14 de 100 000 $. Également 2 autres qui sont devenus millionnaires en gagnant à la grande vie. À dévoilement d'un plan d'action pour la sécurité alimentaire à Laval, avec 23 000 Lavallois confrontés à une insécurité alimentaire, le Centre intégré de services de santé et de services sociaux de Laval, la Ville et les membres du Comité d'action en sécurité alimentaire de Laval qui ont dévoilé le plan d'action 2016-2020 pour remédier à la situation le 6 juillet au Centre de bénévolat et Moisson Laval. Ce plan est le fruit d'une démarche collective des partenaires pour favoriser et promouvoir la sécurité alimentaire sur le territoire ici lavallois. Et bien sûr, afin de soutenir son déploiement, le CI3S va accorder un soutien financier pouvant aller jusqu'à 40 000 $ pour la prochaine année. Ce plan est un outil complémentaire à la vision et au champ d'intervention de la politique régionale de développement social, laquelle a été lancée conjointement avec la municipalité en juin dernier. C'est ce qu'a indiqué Caroline Barbire, qui est présidente directrice générale du CI3S de Laval. Et ce fonds permettra d'appuyer les initiatives en lien avec les orientations et les objectifs de ce plan. Les partenaires du milieu pourront présenter leur projet en remplissant un formulaire disponible sur le site Internet du CASAL au www.sécuritéalimentairelaval.org. La date limite pour les proposer est le 15 octobre. Et d'ailleurs, les insécurités alimentaires, je vous dévoile tout ça, mais en 2013-2014, c'est 6,5 des Lavallois âgés de 12 ans et plus qui étaient confrontés à cette insécurité alimentaire modérée ou grave liée à un revenu insuffisant. Favoriser la sécurité alimentaire, c'est agir sur l'accès à une saine alimentation pour tous, avoue le Dr Jean-Pierre Trépanier, qui est directeur de santé publique du CI3S de Laval. Une saine alimentation est possible dans un milieu qui permet à toute sa population, sans distinction selon le statut économique et social, de s'approvisionner, choisir, préparer et conserver des aliments permettant de développer et maintenir la santé. Le Dr Trépanier constate qu'il y a eu une détérioration au fil des ans, que plus de gens sont confrontés à une insécurité alimentaire. Il dit « Nous souhaitons qu'avec ce plan, les statistiques puissent diminuer. 6,5 % cela peut paraître petit, mais ça représente plus de 23 000 personnes touchées. C'est beaucoup trop élevé, selon donc toujours les dires dans ce dossier.
Les élections municipales, évidemment, s'en viennent très bientôt et on a beaucoup de dossiers à jaser, évidemment, en lien aussi avec l'approche de cette élection municipale, mais aussi plein de choses qui se trament au quotidien chez vous. Elle est, depuis quelques années déjà, votre représentante, si vous êtes membre de ce quartier de Sainte-Rose, très dynamique ici, Mme Virginie Dufour, qui est conseillère de Sainte-Rose et qui aussi est membre de certains exécutifs au sein du mouvement Lavallois et évidemment du maire de l'équipe de Mers. Madame Virginie Dufour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Plusieurs dossiers qu'on va parler aujourd'hui. Et tout d'abord, je veux aborder avec vous cette résolution. Vous êtes mobilisé pour proposer la mise en place d'un comité. Puis je vais regarder sur ma feuille parce que le titre est assez long, vous me permettrez. Mais c'est un comité donc chargé d'étudier et de proposer les meilleures avenues pour parvenir à l'égalité des femmes et des hommes dans la société lavalloise. C'est un comité qui est présentement en train de se former, c'est bien ça? Effectivement. Okay. Il y a eu au Conseil un dépôt d'une proposition le mois dernier pour la création d'un Conseil des Lavalloises, donc basé sur un modèle qui existe en fait à Montréal, qui est le Conseil des Montréalaises. Cependant, il existe beaucoup d'autres modèles à travers le Québec. Exactement. Il y a des comités femmes et villes, il y a des comités d'égalité hommes-femmes, etc. Donc, au lieu de se lancer dans un modèle prédéterminé, on a choisi de proposer plutôt de créer un comité un petit comité, okay, juste pour évaluer un peu tout ce qui existe au Québec, peut-être ailleurs, aussi, exactement, puis voir quelle est la réalité lavalloise et quel serait le meilleur modèle pour Laval. Ouais. Et quand vous parlez de petits comités, est-ce que ce sera autant des élus, est-ce que ce sera des organismes qui supportent les femmes, qui viennent en aide aux femmes aussi en général? Ou? Tout à fait. C'est un comité d'ailleurs qui est paritaire, là, où il y a 3 élus, une élue de l'opposition et 2 élus du parti. Du mouvement Lavallois présentement. Exactement. Il n'y a pas d'élus femmes de toute façon indépendantes. Donc, c'est un comité seulement de femmes, okay, qui est composé seulement de femmes. Et il y aura 3 représentantes d'organismes communautaires, 2 de la table de concertation lavalloise en conditions féminines et une représentante du Centre des femmes. Okay. Donc, ces personnes-là devront être désignées par leurs organismes. Et d'ailleurs, est-ce que je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce qu'on en a jasé un petit peu d'ailleurs avant d'entrer en ondes puis de faire cette entrevue-là, mais est-ce que la présence d'hommes aussi, parfois, pour mieux intervenir, pour peut-être faire un autre poids ou avancer d'autres choses? Parce que je sais que dans certaines villes, il y a des comités qui sont mixtes du même genre. Là. Effectivement, Granby est vraiment inspirante là-dessus. Ils ont innové en créant un comité vraiment d'égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu'on parle beaucoup présentement de ce sujet-là, égalité homme-femme dans la société. Exactement. Donc, au lieu de faire un comité de femmes, ils ont fait un comité où il y a aussi des hommes. Les hommes ne sont pas majoritaires dans le comité, mais il y a des représentants de groupes de support, par exemple, les hommes qui sont dans la détresse, etc. Donc, je trouvais ça très intéressant comme modèle et ça fera partie des modèles qu'on va explorer avec le petit comité. Là, actuellement, ce ne sont que des femmes. Okay. L'objectif, c'est que d'ici le 8 mars 2018, 8 mars, journée symbolique, c'est la Journée internationale des femmes, donc d'arriver avec une proposition pour le Conseil, okay, pour qu'est-ce qui serait le mieux là, pour nous. Mais à court terme, est-ce qu'il y a des étapes là, qui s'en viennent prochainement, c'est-à-dire première rencontre où le citoyen qui nous entend présentement peut intervenir, peut se mobiliser, peut s'impliquer? Pour l'instant, ça sera limité à ce petit comité. Okay. À partir du 8 mars, effectivement, ça s'ouvrira. Mais pour l'instant, on se limite. Là, on est un petit comité d'études. À quel moment on va commencer à siéger? Là, je vous avoue que je n'ai pas encore, tous ces détails-là. Comme je vous dis, les organismes doivent d'abord déléguer leurs représentants respectifs. Mais déjà, est-ce que vous, en tant qu'élu, en tant que femme, vous êtes bien sûr toujours à l'écoute des citoyens, citoyennes, bien sûr, et vous voyez un peu le pouls de la population, des femmes aussi en général, sur le terrain. Est-ce qu'il y a des choses qui sont, selon vous, là, déjà primordiales qu'on doit améliorer? Là, mais la représentation des élus au sein du Conseil de ville, c'est un des chevaux de bataille que j'ai mené. Parce que j'ai, par exemple, organisé l'an dernier
en fait, j'ai mobilisé là, les acteurs sur le terrain pour faire une simulation de conseil de ville pour les femmes qui étaient intéressées à la politique municipale. Et plus récemment, j'ai organisé une conférence avec Colette Roy-Laroche, l'ancienne mairesse de Lac-Mégantic, oui. extrêmement inspirante. Et donc, elle est venue au conseil là, pour parler aux femmes qui n'étaient pas des élus. Et le but, c'est de susciter l'intérêt des femmes de toutes sortes de milieux de s'impliquer. Donc, ça part de là. Donc, ça, c'est un des éléments forts. Il y a évidemment la pauvreté. Il faudra s'attaquer à ça parce que les femmes sont encore beaucoup plus touchées par la pauvreté. Mère monoparentale, par exemple. Exactement. Les tâches, la répartition des tâches, etc. Donc, il y a plusieurs sujets. Choses qu'on pourra voir. Bien sûr, on va suivre ça ici avec vous, TV Laval Nouvelle, au cours des prochains mois. Et je voulais, parce qu'il nous reste peu de temps, puis je voulais quand même aborder ce sujet-là parce que ça ne fait pas exception à la règle. On parle beaucoup de Montréal quand il est question, donc de l'Agril Dufresne, mais c'est un fléau qui frappe Laval aussi. Tout à fait. L'Agril est présente sur le territoire déjà depuis 2012 et elle fait maintenant, elle est partout sur le territoire à Laval. C'est un ravage là, assez gigantesque, mais là, on s'est lancé dans un projet pilote avec l'Institut national de la recherche scientifique. Au Centre de la nature? Là, c'est un projet pilote au Centre de la nature. Il y aura des pièges avec des champignons à l'intérieur. Indigène, je pense, c'est ça? Écoutez, la nature du champignon, je vous avoue que je ne le connais pas, mais ce que je sais... Le nom est latin. Le Beauveria bassiana. Voilà. Donc, s'il y en a qui connaissent ça. Et ce qu'il fait, c'est que la grille, quand elle touche ce champignon-là, elle s'infecte et elle reste malade plusieurs journées et l'insecte tend à copuler beaucoup. Oui, c'est un insecte qui se propage et donc le but, ce sera de tester, de voir à quelle vitesse ça se propage et à quel point ça fait réduire la population d'agriles. Ça va la contrôler, du moins. Exactement. Et je pense que vous me disiez, le 1500 arbres qui ont été abattus, là, déjà... 1500, on a traité 1700 arbres avec le triazin, qui est un antibiotique qui protège. Donc, on a 5000 arbres publics. Écoutez, c'est sûr qu'on s'attend à beaucoup plus de coupes d'arbres, mais on tente quand même d'en garder quelques-uns. Le but, ça sera de pouvoir protéger les arbres qui sont dans nos boisés. Actuellement, ils sont pas trop malades, mais ce médicament, le champignon que je vous dis, il n'est pas encore homologué. Il ne peut pas être encore utilisé dans les zones protégées. C'est comme un pilote. Là. Exactement, et le but, c'est sur 3 ans, et le but, c'est de le rendre homologué, puis de démontrer qu'effectivement, il est disponible ensuite à travers la province. Bien, c'est avec plaisir qu'on va aussi continuer de constater ça. Merci pour vos actions. Puis, je peux déjà dire que vous allez vous représenter à l'élection municipale de cet automne. Effectivement, j'ai pris cette décision, donc je serai candidate aux prochaines élections municipales. On vous souhaite bonne chance pour vos élections cet automne. Merci d'être venu nous voir. Elle est conseillère en sécurité financière et cette semaine, elle vient de nous parler de notre profil d'investisseur. Et je suis très content encore une fois, Monica Chikassi. Salut! Salut! Merci d'être là, Monica. Merci, Alexandre. Tu veux nous parler de notre profil d'investisseur? Oui. Peut-être comment repérer également qu'est-ce que c'est un bon portefeuille, comment également savoir saisir si on veut prendre des risques ou pas. Des fois, on est des personnes qui sont un petit peu plus prudentes ou on est un peu modéré. Donc, savoir un peu comment se repérer à travers toute cette littératie qui est large en termes du domaine financier. Et tout d'abord, tu voulais nous parler du temps. Oui. J'avais ça sur ma feuille et je veux savoir pourquoi le temps. Bien, le temps, avec l'argent. Oui, le temps, c'est le meilleur ami de l'argent, mais c'est le meilleur ami de beaucoup de choses aussi. Oui. Alors, imagine, tu reçois des gens, puis tu brûles ta recette. Si tu as le temps, tu peux la refaire. Oui. Alors, c'est un petit peu la même chose avec l'argent. Si, moindrement, il y a des problématiques, si tu perds des montants d'argent importants, mais tu as du temps, tu es jeune, à ce moment-là, tu peux te refaire. Ce que tu ne peux plus faire quand tu arrives à un certain âge, près de la retraite, parce qu'à ce moment-là, tu te dois de protéger ton capital. Et quels sont les pièges à éviter, justement? Bon, bien, la première chose, quand tu veux faire de l'épargne ou investir, à ce moment-là, ça implique de remplir un profil d'investisseur. Ça, c'est une façon que l'Autorité des marchés financiers te protège, parce que c'est comme quand tu vas voir un médecin, c'est pas toi qui décides de ta maladie et du diagnostic et de la façon dont tu dois être soigné. Alors, c'est la même chose. Alors, le conseiller va te poser certaines questions. Alors, une des choses les plus importantes, c'est on parle du temps, mais l'âge. À ce moment-là, quelle est la capacité de te renouveler ou de te refaire si moindrement il y a des problématiques et quelle est
l'âge qui va déterminer à ce moment-là comment on peut investir. J'imagine aussi ta santé financière, c'est-à-dire si tu as déjà eu, par exemple, je ne sais pas, une faillite ou peut-être des problèmes financiers, est-ce qu'on évalue ça aussi? Dans le fond, qu'est-ce qu'on va évaluer? C'est le revenu, donc la capacité à renouveler l'investissement, l'épargne, d'être continu dans ton investissement, dans ton épargne. Et naturellement, là, tu parles de faillite. Dans le fond, c'est un petit peu ton actif. Alors, ton actif moins tes dettes, quelle est ta valeur nette? Alors, si tu as un coussin de sécurité de 2 jours, c'est pas la même chose que si tu as un coussin de sécurité de 1 an. À ce moment-là, tu te dis, bon, mais tu as une capacité à résister à différentes fluctuations au niveau des placements, des marchés. C'est ça. Et aussi parce que tu mentionnais également, parce que j'ai remarqué ça dans la paperasse, dans la recherche que tu m'as envoyée aussi, tu me marquais les émotions et notre personnalité. Oui, parce que entre ce que... Ça m'intrigue. Je voulais l'apprendre. C'est parce que souvent, les gens ont des émotions. Ils disent, bon, mais oui, mais moi, je veux faire de l'argent ou oui, je veux un meilleur taux d'intérêt. Sauf que c'est pas toi. Non. C'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide, c'est ça. Non, c'est pas toi qui décide. C'est sûr qu'il y a différents facteurs qui vont pouvoir évaluer à ce moment-là, est-ce qu'on peut prendre certains risques? Oui, le temps nous donne la possibilité de prendre plus de risques. Tes connaissances aussi. Oui, bien c'est ça, parce que je pense que le Québécois moyen, puis c'est un sujet dans tout ce qu'on a abordé depuis quelques mois ensemble, on ne connaît pas vraiment. On ne connaît pas les assurances, on ne magasine pas assez non plus. Je pense que le Québécois moyen non plus ne s'y intéresse pas assez. Alors on est un peu notre propre malheur, je sais pas, leur propre artisan finalement, là, en quelque sorte. Oui, bien, de toute façon, à partir du moment où tu acquiers des placements ou de l'épargne, c'est important de savoir, comment tu vas réagir ou qu'est-ce qui se passe si demain matin, tu perds ton emploi, si demain matin, tu as une maladie grave, si demain matin, tu es en invalidité. Alors, s'il y a un crash aussi, comme en 2008, on s'en rappelle, il y a eu une récession. Effectivement. Alors, c'est important de comprendre comment tu investis ton argent, de poser des questions, de te renseigner parce que il n'y a pas de place à l'émotion. Et comment le repérer aussi, ce conseiller-là? Parce que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de conseillers des fois qui sont... puis, tu sais, on a des mauvaises expériences, on s'est fait conseiller des mauvaises choses. Donc, comment les repérer, ces bons guides-là, pour nous amener dans des endroits où on sait qu'on va être à l'aise, pas seulement financièrement, mais sur le plan aussi de nos ambitions et des projets, finalement, qu'on veut faire par la suite avec cet argent-là qu'on a investi ou qu'on a placé finalement? Bien, la bonne question à te poser, Alexandre, c'est est-ce que cette personne-là te pose des questions? Est-ce qu'elle se renseigne sur justement, on parle des émotions, mais c'est quoi tes préoccupations? C'est quoi tes objectifs? Alors, toutes ces informations-là vont faire que autant des informations techniques comme ton salaire, ton coussin de sécurité, tes connaissances, autant tes objectifs, tes préoccupations vont déterminer, effectivement, vont déterminer, parce que dépendamment, il peut y avoir différentes réponses ou différentes possibilités à ce moment-là au niveau, et avec l'Autorité des marchés financiers qui a mis en place des mécanismes de protection, à ce moment-là, je pense que ça aide beaucoup. Ça implique, c'est sûr que la balle est dans ton camp aussi. À ce moment-là, si tu n'es pas sûr de la personne qui est en face de toi, mais tu peux en consulter plusieurs. Tu peux lire, te renseigner. Référence pour pas appeler. Je pense qu'on peut même appeler à l'Autorité des marchés financiers puis valider si la personne est en règle. Effectivement. Si son dossier est clean, comme on dit en bon espagnol. mais voilà, c'est très intéressant. Merci d'être venu nous en parler. Ça me fait plaisir. Évidemment, on se dit à très bientôt pour un autre sujet, un autre thème. Merci à toi. Chomedey, suspecté de vol et menaces de mort dans un hôtel. C'est le service de police de Laval qui demande la collaboration du public afin d'identifier un suspect qui aurait proféré des menaces de mort et commis un vol à l'hôtel Best Western situé au 3655 sur l'autoroute 15. Le 30 mai, l'individu est entré à l'intérieur de l'établissement hôtelier par une porte de secours et s'est dirigé vers une machine distributrice installée, au sous-sol. L'homme recherché aurait réussi à l'ouvrir en causant des dommages et volant l'argent qui se trouvait à l'intérieur. Et à son arrivée sur les lieux, le propriétaire a aperçu le suspect qui prenait la fuite. Alors qu'il le prenait en photo, ce dernier l'aurait menacé de mort. Toute information qui permettrait d'identifier cet individu sera traitée évidemment confidentiellement via la ligne info au 450-662-INFO ou bien le 911.
Secteur Sainte-Rose, c'est un citoyen qui a intercepté un suspect d'incendie criminel. Un résident de la rue Cynthia a vécu des émotions fortes dans la nuit du 4 juillet quand il a aperçu un jeune homme jeter de l'essence sur une voiture pour y mettre le feu avant de le prendre en chasse et de réussir tant que mal à l'immobiliser pour attendre les policiers. Et il était 1h30 quand l'incident s'est produit. Le suspect a commis son méfait et d'ailleurs s'est enfui de manière inusitée à l'aide d'une longue planche à roulettes. Et évidemment, donc, le citoyen en question a alors débuté la poursuite. Il a rejoint une première fois, mais le jeune individu de 23 ans a réussi à s'en sortir et reprendre sa course. Obstiné, le témoin a continué à courir derrière lui pour le rejoindre et l'immobiliser complètement à l'angle des rues Cynthia et Constantin. L'appel aux policiers a été d'ailleurs logé à 1h44 et les pompiers ont convergé également sur place pour contrôler rapidement les flammes. Les dommages au véhicule sont évalués à plus de 5 000 $. Les enquêteurs tentent de déterminer la cause de cet acte criminel, vengeance ou simple hasard. On sait que dans la nuit du 19 juin dernier, un individu avait incendié un véhicule dans le secteur Champfleury, utilisant cependant un modus operandi qui était différent. Cette fois, le suspect arrêté est connu des services policiers. Il est resté détenu afin de rencontrer les enquêteurs au dossier et comparaître au palais de justice de Laval. Sainte-Dorothée, sauvetage nautique à la Noirceur. 2 jeunes hommes de 19 et 24 ans qui ont nagé un bon moment après avoir éprouvé des problèmes lors d'une balade en motomarine sur la rivière des Prairies avant d'être recueillis par les policiers le 3 juillet. S'inquiétant du sort de ses camarades à la dérive sur le coup de 20h30, un jeune citoyen a attendu jusqu'à 22h20 avant de contacter le 911. Autant les pompiers de Montréal que nous avons chacun mis 2 bateaux à l'eau pour tenter de les retrouver, de raconter François Hervieux, qui est chef aux opérations du service de sécurité incendie de Laval. Il faut avertir les gens de nous prévenir plus tôt. Il est beaucoup plus facile d'effectuer des recherches de jour quand il fait encore clair, pour supporter les dires du pompier. Donc, et les 2 personnes manquantes ont été repérées près du complexe immobilier Aquablu, rue Étienne-Lavoie, à l'ouest de l'autoroute 13. Elles n'avaient subi aucune blessure et ont été ramenées à la terrasse Cire, où ils avaient stationné leur camion et remorque. Les 2 jeunes gens avaient laissé d'ailleurs leur motomarine non loin, le long des berges. C'est une application qui sera officiellement lancée le 23 août prochain au Sheraton ici à Laval, mais on peut en apprendre en primeur, d'ailleurs, des grands tenants et aboutissants de ce projet mené par Coop Taxi, d'ailleurs, qui célèbre ses 45 ans aussi par le fait même pour lancer cette application. Et j'ai l'occasion de pouvoir en jaser avec M. Georges Thanos, qui en est le président de Coop Taxi. Merci d'être avec nous, M. Thanos. Merci, bonjour. Merci à vous. Et puis, dans un premier temps, donc, cette application qui sera lancée, les 45 ans aussi de Coop Taxi Laval, est-ce que la façon de, disons, de présenter les projets, de présenter l'application, est-ce que ça vient aussi un peu de la compétition en quelque sorte? Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de Uber. Est-ce que ça c'est un élément de plus pour vous motiver à se mettre à la fine pointe et à tenter d'innover dans le domaine du taxi? C'est sûr, les applications existent, ça fait peut-être 3, 4, 5 ans. Ça ne fait pas longtemps. Oui, ça fait pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps. Donc, nous autres, comme Coop Taxi Laval, depuis longtemps, depuis 2007, toujours, on est en évolution. Toujours, on est en évolution. Et Coop Taxi Laval, c'est une pionnier dans l'industrie du taxi, et surtout dans la répartition automatique. Ça fait longtemps que vous êtes quand même, disons, à l'écoute du citoyen, du client. Mais c'est ça. Aujourd'hui, comme vous avez mentionné tantôt, Coop Taxi Laval, elle fête ses 45e anniversaire de service. De service. Donc, Coop Taxi Laval, presque, il est comme la ville de Laval. Hein. On sait, la ville de Laval, elle a eu la C'est 50 ans récemment, là. C'est ça, en 1965. Nous autres, on a eu une fusion des compagnies taxi à Laval en 1972. Donc, c'est une compagnie que ça fait longtemps. Ouais. Mais disons, vous me disiez aussi, alors, donc, niveau visibilité, vous avez quand même beaucoup investi, beaucoup, disons, donné d'ardeur, d'efforts pour ça aussi, je pense, c'est ça? C'est ça. Avant, peut-être, on travaille avec moins de visibilité. Aujourd'hui, on travaille avec plus de visibilité. Ouais. OK, donc... Et quand on parle de modernisation, cette application-là, que d'ailleurs, présentement, et déjà, les gens là, qui nous entendent peuvent déjà l'utiliser? C'est ça, je vais te dire service? tantôt, oui. C'est une nouvelle application, mais elle est déjà en essai à Laval, à Donc, Montréal. en rodage, là? Oui, en rodage. À Québec, déjà, ils l'utilisent à Québec, à Lévis, à Sainte-Foy, à plusieurs villes à Québec. Donc,
Le but de cette application, que peut-être à la fin, on va avoir une application provinciale, une seule application que le client peut télécharger et où il s'en va, il peut avoir un taxi. OK. Et de quelle façon ça fonctionne? Puis, disons, quel avantage que ça apporte au client, cette application-là? C'est une application, comme on dit, à la pointe de la technologie. C'est une application, premièrement, on peut télécharger notre carte de crédit dans cette application. Donc, le client, aujourd'hui, après, n'a pas besoin de payer le chauffeur n'a pas besoin d'utiliser même son carte. Il est capable de payer directement par l'application. Donc d'avance. Oui, d'avance. Le client peut voir le photo du chauffeur, peut voir leur nom. À qui il a affaire. Oui. Il peut voir le trajet. Il peut voir où il est, le chauffeur. Donc, combien de temps il arrive chez lui. Avant qu'il arrive. Il peut avoir un estimé du coût de ce que la course va coûter. C'est ça. Le coût, il peut avoir un estimé là-dedans. Donc, c'est une application, je pense, le client, il peut avoir tout sur le service qu'il va l'avoir. En plus, nous autres, on a un système, un système automatisé. Quand le taxi arrive devant la maison du client, il y a un message qui peut être envoyé au client à leur téléphone pour dire que ta voiture de taxi, elle est devant la porte. Alors... Donc, tu n'as pas besoin d'attendre devant la porte pour attendre ton taxi à moins 30, à moins 20 ou à plus 30, plus 40. Donc, vous êtes vraiment, quand le taxi arrive, elle peut envoyer un message et le client, elle peut sortir. Vous me dites aussi une nouvelle technologie qui est à la disposition. Si on prend le bon vieux téléphone, comme on dit, et qu'on appelle, il y a comme un nouveau système de... En tout cas, expliquez-moi. Là. Oui, c'est un nouveau système pour nos clients. C'est un avantage pour tous nos clients. On sait quand il y a la pluie, tout le monde y appelle en même temps. Donc, il peut y avoir d'attente au téléphone. Donc, tous nos clients qui ont appelé au moins une fois par année le taxi, ils peuvent avoir un message automatique. C'est-à-dire, tu appelles de 1965 industriel. Donc, quand tu appelles, il y a un système qui va sortir directement. Tu n'attends pas en file d'attente pendant 2-3 minutes. C'est comme un système de reconnaissance. C'est ça. Il te dit, regarde, vous êtes bien au 1965 industriel. Si tu dis oui, donc le taxi va aller directement. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre. Pour parler à quelqu'un? Pour parler à quelqu'un. Donc, on a plusieurs façons d'appeler un taxi. On a amélioré le système de la façon pour plus rapide. Et plus rapide. Et il nous reste peu de temps, mais je veux quand même rapidement qu'on bavarde sur 2 projets que vous avez. Projet de voiture électrique pour les voitures chez Coop Taxi Laval. Et aussi, vous en aviez dit un autre projet que vous êtes en chantier. De taxi, une application taxi partage. 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 C'est avec la Ville de Laval, je pense. La Ville de Laval, c'est sûr, c'est un partenaire principal, et c'est important, c'est un partenaire important pour les développements de toutes sortes de projets. Nous autres, aujourd'hui, on travaille sur un projet pilote pour taxi électrique. Donc, on prépare le dossier avec la Ville de Laval et c'est sûr, ça prend le ministère du Transport là-dessus. L'implication de beaucoup de choses. Oui, implication du ministère du Transport. Et une deuxième phase, c'est le taxi partage. Le taxi partage, ça sert à amener plusieurs personnes dans la même course. Donc, le client, il peut avoir, au lieu qu'il paye le plein course, donc il peut faire un taxi, au lieu de 20 $, il peut payer 8 $ ou 9 $. Donc, ça encourage... Un incitatif encore à utiliser les transports en commun. Le transport en commun ou le transport en taxi. En taxi, voilà. Bien, c'est des beaux projets. On va surveiller ça, puis évidemment, on va vous réinviter pour venir nous en parler davantage. Mais déjà, cette belle application, donc Taxi Coop, qui est disponible sur votre appareil intelligent. Monsieur Georges Thanos, président de Coop Taxi Laval ici, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci beaucoup.
C'est une entreprise qui rayonne à l'international, dont son bureau chef, d'ailleurs, au Canada, est ici, à Laval. Chose que je ne savais même pas. Et toute l'équipe, d'ailleurs, ici, on ne connaissait pas l'identité, la proximité avec nos studios, d'ailleurs, de l'entreprise Vileda. Et j'ai l'occasion de pouvoir accueillir cette entreprise qui s'implique dans la communauté lavalloise et les chefs de produits seniors chez Vileda Canada. C'est Mme Emmanuelle Deschênes. Merci d'être avec nous. Enchantée. Et quand je disais que vous vous impliquez de façon multiple, non seulement c'est une trentaine d'emplois qui, évidemment, créent de l'emploi, de l'économie ici à Laval. Oui, effectivement. Depuis plusieurs années. Et vous vous impliquez aussi dans la communauté. Oui, effectivement. On fait, une fois par année, on a une journée qui est dédiée pour rendre service à la communauté de Laval. Donc, on a différentes activités. On a aidé pour les paniers de Noël au centre de bénévolat de Laval également. Puis tout récemment, on va participer avec un projet dans des écoles défavorisées de Laval afin de rehausser leur environnement. OK. Donc, tous les gens de la compagnie vont aller faire du bénévolat. J'imagine passer un coup de balai, propreté. Exactement. Rendre les locaux joyeux et propres et, dans le fond, propices pour l'apprentissage des enfants. Bien, bravo pour tout ça. Puis j'ai le goût d'en apprendre davantage sur, disons, les innovations. Ce qu'on peut concevoir finalement là, ici, parce qu'il y a un développement recherche qui se base dans votre bureau chef ici à Laval là, pour les produits et autres. Là. Oui, effectivement. Dans le fond, il y a toujours les services de recherche et développement qui sont impliqués quand on lance des nouveaux produits. Donc, nous, en collaboration avec l'équipe nord-américaine qui est basée à Chicago, on travaille de pair avec eux afin de développer, faire de la recherche marketing au niveau des consommateurs pour voir qu'est-ce qui les prochains produits qui vont être à l'affût du... C'est ça. Donc, par exemple, les gens de Laval, les couples, peu importe les familles, est-ce que vous les sondez? Est-ce que pour développer les différents produits ou de quelle façon vous faites la démarche? En fait, c'est des recherches marketing. On parle directement aux consommateurs, que ce soit par des billets de sondage ou différents groupes de discussion. Donc, on leur demande directement qu'est-ce qu'ils pensent de nos idées, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Donc, c'est vraiment pour eux qu'on développe les produits. C'est les consommateurs qui les utilisent. Puis, le ménage, c'est toujours une tâche un peu plus ardue, qui est peut-être moins intéressante. Notre objectif, c'est vraiment de rendre la vie plus facile. Plus agréable. Exactement, aux consommateurs. C'est ça. Avec une bonne musique, un coup de balai, ça peut toujours bien passer avec des bons outils. Pour rendre ça intéressant. Ben oui, tout à fait. Et je voulais aussi, parce que là, on parle depuis tantôt, évidemment, des développements de produits, la recherche, mais est-ce que niveau la spécificité ici qu'on a, niveau climat, niveau peut-être, je dirais, activité du quotidien, ménage à faire, est-ce qu'il y a des produits que vous avez développés, disons, ici à Laval, là, qu'on peut être fiers, que grâce à vos labos, à vos recherches, vous avez été très impliqués dans, disons, le résultat d'un produit? Oui, tout récemment, on a justement développé un nouveau produit qui est une vadrouille à jet qui s'appelle Promise Max. Donc, on a vraiment passé à travers toutes les étapes de développement de produits, à savoir qu'est-ce que les gens aimaient, parce que c'est la tendance présentement aussi, les vadrouilles à jet. Donc, c'est un nettoyage rapide et toujours efficace. Puis, c'est ça, la tête qui est amovible. Donc, on peut nettoyer plus rapidement, plus de surface de plancher. Donc, c'est toujours à l'affût. À recommencer, oui. Oui, bien, toujours pour pouvoir aider le consommateur. Puis, ils peuvent utiliser le nettoyant qu'ils veulent aussi avec la bouteille qui est intégrée. Puis, dans le fond aussi, c'est toujours dans le but de faciliter. Oui. Bien, l'environnement, c'est de plus en plus ce qui vous préoccupe, j'imagine. C'est devenu une obligation? Oui, effectivement, à travers le groupe, c'est quelque chose qui est vraiment très important de penser à l'environnement, donc le futur de nos enfants et tout ça. Donc, il faut vraiment commencer à y penser tout de suite afin d'avoir un meilleur lendemain. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, on mentionnait tantôt aussi l'impact auprès de la communauté. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'autres projets là, dans le développement pour avoir encore de l'impact, c'est-à-dire aider les gens au quotidien? Est-ce que vous avez d'autres projets sur lesquels vous travaillez ici dans votre bureau chef à Laval? Oui, effectivement. C'est toujours quelque chose qu'on regarde sur une base quotidienne, en fait, pour voir c'est quoi les prochaines tendances. Pour nous, c'est vraiment important, en tant que leader dans le marché canadien, de voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter au niveau de nouveau et d'encore plus efficace. Beaucoup de bâtiments aussi. Il y a des constructions partout de nouvelles maisons, donc beaucoup de familles qui s'installent. Alors, il y a de plus en plus de demandes, j'imagine, pour ce genre de produits-là, finalement, en développement. Et ce qui est bon aussi de mentionner, c'est que c'est une entreprise familiale, la compagnie Vileda. Oui, effectivement, c'est une entreprise familiale et toujours privée encore à ce jour. Les racines de la compagnie remontent en fait en 1949. C'est Karl Schwann Freudenberg qui a acquis la compagnie. Dans le fond, c'est du tissu qui
une compagnie qui travaillait le cuir. OK, une tannerie comme Puis, ça. oui, effectivement, une tannerie. Puis avec le temps, ils ont développé un produit révolutionnaire qui est un produit qui est un tissu non tissé. Puis le bénéfice... Le bénéfice, Le finalement. bénéfice, exactement. Le bénéfice de ce produit-là, c'était de pouvoir nettoyer les vitres et les miroirs sans laisser de traces. Puis c'était le premier produit... Qui avait été lancé sur le marché. Qui était le premier produit Villeda qui a été lancé sur le marché quelques années plus tard. Par la suite, justement, développement, recherche, C'est- ce qui est encore Exact. les lettres de noblesse de la C'est compagnie. la base de la compagnie et le développement de plusieurs nouveaux produits dans le marché. sont là, vraiment intéressants, fort intéressants. Merci beaucoup. Merci. À la découverte des vieux Saint-Martin et vieux Sainte-Rose, les citoyens et touristes curieux de l'histoire ayant façonné l'île Jésus pourront partir à l'aventure en compagnie de guides et animateurs colorés et costumés dans certains secteurs de la ville de Laval. Depuis près d'une décennie, les virées patrimoniales se renouvellent chaque année pour offrir des sorties ludiques en plein air animées par des comédiens professionnels, animateurs et historiens du réseau Art East. Ceux-ci, d'ailleurs, divertissent autant les petits que les grands tout en faisant découvrir le patrimoine de la région lavalloise lors de visites historiques guidées et parcours animés. Jusqu'au 9 septembre, les gens sont invités à parcourir les rues du Vieux Sainte-Rose et Vieux Saint-Martin de façon dynamique en allant, entre autres, à la rencontre de personnages sortis tout droit du passé pour raconter la vie d'antan sur l'île Jésus. Ces activités valorisent le patrimoine lavallois, mais permettent également à nos concitoyens d'en apprendre davantage sur leur quartier. Je me réjouis que ce beau projet de médiation culturelle soit en plus un véritable voyage dans le temps de mentionner Reynald Adams, membre du comité exécutif responsable de la culture à la ville de Laval. Dans le Vieux Saint-Martin, les activités proposées sont la barre à Plouf, un coin de rivière accueillant, et Saint-Martin, une ville à la croisée des chemins où un guide historien conduira les visiteurs à travers un parcours pédestre d'environ 1 km les 16, 30 et 6 août. Évidemment, vous mentionnant les 16 et 30 juillet. Également, aussi au programme, la virée un petit brin de jasette avec un torieux de bon au cageux. Un personnage dévoilera les secrets de son fascinant métier qui consistait à voyager sur la rivière avec une cargaison de bois à destination de Québec les 9 juillet et 4 août. Dans le Vieux Sainte-Rose, une activité incontournable spécialement conçue pour les enfants demeure d'un 8 mai à l'autre, un parcours théâtral qui s'adresse aux 10 ans et plus dans lequel de nombreux personnages sont présents, on peut le comprendre. Les familles sont d'ailleurs conviées avec ceux-ci les 25 juillet, 13 août et le 9 septembre. Programme de lecture bilingue pour enfants et ados lancé il y a 20 ans, le Club de lecture d'été TD, qui est de retour dans quelques 450 bibliothèques à travers le Québec, dont celle du territoire lavallois. Le programme bilingue gratuit et familial vise à inculquer aux jeunes le goût et l'amour de la lecture pendant l'été. À la bibliothèque, maison, sur la route ou en ligne, les enfants participent à ce club de lecture. Ils ont accès à une foule de recommandations et des livres exclusifs en ligne, dont le club de lecture des livres oubliés, un livre électronique signé par l'auteur québécois bien connu Simon Boulris. Ce dernier, d'ailleurs, a écrit son récit spécialement pour les participants du programme. On peut y suivre l'histoire d'Eliott, un petit garçon timide et bouquineur qui va élucider un très grand mystère. Et en s'inscrivant au programme, familles et enfants peuvent faire le suivi de leur lecture, d'ailleurs, échanger avec d'autres participants, donc d'autres enfants et familles, collectionner des autocollants et écrire des critiques de livres, d'ailleurs. Parmi les autres activités proposées, l'enfant peut terminer des histoires, jouer aux devinettes, suivre un cours de dessin, rire des blagues ou en inventer, rigoler en lisant de drôles de récits, ainsi que colorier. Et pour sa part, le personnel des bibliothèques a droit à du matériel d'animation pour des jeunes âgés de 6 à 12 ans, permettant de les impliquer dans des activités et différents jeux de diverses durées. Elle est de retour avec un fond de tanne pour nous agacer. Portugal, destination Stéphanie Léveillé-Denis, où tu as été? J'ai été au Portugal, j'ai fait l'Espagne. On s'est promené avec l'île Sébastien, c'était vraiment le fun. Ouais, beau temps, puis nous autres, on a eu juste de la boîte. Fait que, Désolé, écoute, il nous fallait du soleil pour nous. ouais, c'est ça, mais tu l'as pas rapporté. Ça a coûté. J'en ai rapporté un peu lundi, mais ça n'a pas resté. Ça c'est pas vraiment resté, mais par contre, tu es revenu en force avec plein de choses à nous jaser. Pour les vacances, parce qu'il y en a d'autres qui vont en avoir, toi, tu en as profité. Ouais. Fait que ça va être autour d'autres dans les prochaines... Autour de vous autres à la maison et de les vous, prochains jours. L'équipe.
Moi, j'en ai pas. Toi, Fait t'as que, pas de non, vacances? j'ai pas de vacances. Qu'est-ce que c'est ça? J'en ai pas. J'en ai pas. Non, je sais, j'ai garde que je veux-tu, ça sera plus tard. Ça sera plus tard. Un peu plus tard. Tout d'abord, tu veux nous parler parce qu'on a tous des souvenirs en lien avec les fruits, les tartes, les confitures, les fraises. Moi, je me rappelle, c'est mon souvenir, je viens de la campagne, puis on partait avec notre pot de margarine vide. On s'en allait dans le champ, on en mangeait le 3/4, il en restait juste un fond. Toi, Vanette, t'étais tout taché. Tout taché de partout, piqué aussi de partout. Ça, c'est une autre affaire, avec les mouches. Puis tout ça, mais trêve de plaisanterie, tu nous proposes des sorties à faire pour faire découvrir ce fruit savoureux. Les fraises. Écoute, l'autocueillette, des fraises, des bleuets, ces trucs-là. Mais aujourd'hui, je vous parle des fraises parce qu'on est en pleine dans la saison. Et puis, c'est une activité familiale qui est très peu coûteuse, qui est vraiment amusante pour les tout-petits et aussi les plus grands. Comme tu dis, on va dans le champ, on se sucre le bec un petit peu, on revient, oh, je n'ai juste une chopine, t'en as mangé 3 en chemin. T'en as mangé même le 3/4. Là. Et voilà. Donc, il y a 2 endroits à Laval où est-ce qu'on peut faire l'autocueillette des fraises. Il y a la ferme F. Turcotte et Fils, au 7205 Avenue Perron. Tout à fait, superbe endroit. Ainsi que la ferme Martineau, au 4356 Boulevard d'Agenais-Ouest. Pour ce qui est des détails des heures, chacun a des heures d'ouverture un petit peu différentes. Il suffit de s'informer sur le site. Si les fermes qu'on vient de dénoncer, est-ce qu'ils font leur propre produits? Tu sais, des fois, il y en a qui offrent aussi des tartes, des déclinaisons du produit de la... Bien souvent. Je pense que la ferme Turcot offre des produits faits maison. À partir de fraises, là, à partir de... Ferme Martineau, je n'ai pas vérifié, mais généralement, c'est le cas. Souvent, il va y avoir un petit kiosque sur place. Vous pouvez vous acheter des petits trucs pour la route. Parce que des fois, il y en a qui on est paresseux. Des fois, ça ne nous tente pas d'aller dans le champ pour aller en cueillir. Fait qu'on peut déjà prendre nos crêtes de fraises. Et voilà. Puis finalement, partir avec à la maison directement. Puis arriver à la maison, dire « Chérie, les enfants, voilà, j'ai été cueillir des fraises pour vous. fraises. » Et voilà. Oui. Ou faire croire à grand-maman que tu les as pris toi-même, que tu les as choisis pour elle. Dans le fond, c'est des feuilles qui sont toutes pas belles. Ben, c'est ça. Oui, l'histoire de la vie de bien des gens. Donc, évidemment, avis pour cela. Mais également, on veut sortir, on est un peu plus urbain, parce que, évidemment, on sait que Laval a plusieurs caractères. Alors, le côté plus urbain et des humoristes en vedette à la Maison des Arts. En vedette, donc, superstar du milieu de l'humour depuis déjà presque 15 ans. Louis-José Hood va être en ville à la Maison des Arts de Laval du 19 au 22 juillet. Donc, Louis-José Hood, son nom n'est plus à faire, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui connaît son genre d'humour. Il y a beaucoup de gens qui ont appris à le connaître parce qu'il a animé les galas de la disque. Il y a aussi, l'année dernière, à la télévision, il y a eu un spécial sur comment il écrit ses spectacles. L'humoriste derrière, moi, j'ai vraiment beaucoup appris de ça. Présentement, il est à l'affiche avec De Père en flic 2. De Père en flic 2, bien sûr. Alors, il est partout. Puis d'ailleurs, ce spectacle qu'il promène et qu'il propose cet été, c'est un rodage pour celui qui arrive, évidemment, qui arrivera cet automne. Et j'ai des gens que je connais qui l'ont vu là, en rodage. Et leurs impressions, c'était quoi? Semble-t-il que c'est le meilleur Louis-José Hood encore à son meilleur. Ah oui? Semble-t-il que c'est... Tu sais, quand tu évoques Louis-José Hood, c'est un instantané dans l'humour québécois. Tout à fait. Ça corrobore la réputation qu'il a depuis plusieurs années et plusieurs spectacles, à savoir qu'il est au sommet de son art apparemment. Tout à fait. Puis c'est un gars qui est très funny, hein. Dans la vraie vie, il a déjà un humour dans l'œil. Il a un petit regard coquin sur bien des choses. Là. Fait que j'ai bien hâte d'aller voir ça. Son petit... non, mais il y a comme une espèce de petit... dans je sais pas comment le dire. Il est très expressif. Ben, c'est ça, il a un visage expressif, mais autant il a misé beaucoup sur son énergie, son côté très verbomoteur, très rapide lorsqu'il a commencé sa carrière. Là, il s'est posé comme humoriste, mais il est plus physique. Un petit peu plus. Puis je trouve que justement, il y a ce petit air coquin dans le visage qui est juste un petit mouvement de visage. Ça va être drôle, effectivement. Il y a un punch qui va arriver à quelque part. Il y a un autre humoriste aussi qui nous propose. Oui, il y a Fabien Cloutier. Oui, excuse-moi, Fabien, j'ai scrappé ton nom. Donc, Fabien Cloutier, qu'on a pu apprendre à connaître dans Les Beaux Malaises avec Martin Matt. Il jouait le rôle de son frère qui a été affecté d'un traumatisme crânien. Donc, dans l'émission, il y a comme le frère de Martin Matt. Dans la vraie vie, des pertes de mémoire, c'est assez comique, c'est assez cocasse. On a appris à le connaître aussi dans d'autres émissions, dans Boomerang, entre autres. C'est un homme de théâtre aussi, c'est un gars qui a fait Cranbourne, qui a fait plein de pièces de théâtre aussi qui sont devenues cultes maintenant. Il fait vraiment son entrée, c'est vraiment sa première marque dans le monde de l'humour, avec son one-man show. Tout à fait. Donc, c'est un gars qui est un genre pince sans rire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. On le regarde, puis on ne s'attend pas à ce qu'il soit drôle, puis des fois, il dit des insanités, puis on fait comme, mon Dieu. J'ai vu le show, OK, puis il nous garoche plein de
de vérité d'en face qui peuvent nous déstabiliser, mais en même temps, il a raison. Ouais. Puis il a une intelligence aussi pour nous amener à bon port, puis nous amener vers quelque chose aussi qu'on retient du spectacle. Tout à fait. Pas juste nous garocher des choses des fois vulgaires, vraiment, c'est Pas juste c'est des réfléchi. punchlines un après l'autre. Non, là. Il y a exactement. vraiment une morale à cette histoire, si on veut. là. Oui, exactement. Et là, on n'a plus de temps. Ah, On n'a plus de temps. t'aurais parlé de mes vacances, mais bon. Ben oui, mais là, mais une autre fois. Un autre fois. Ou hors voilà. d'onde. Hors On d'onde. se continue en 3, 2, 1. C'est arrivé au cinéma de Homecoming, Spider-Man Homecoming, les retrouvailles. Et c'est Nicolas Vincent Poirier qui est là. Salut! Salut! Pour nous en parler, toujours chronique et cinéma. Nicolas, as-tu aimé? Oui et non. C'est le meilleur, à mon avis, c'est le meilleur Spider-Man. Parce qu'on en dit beaucoup de bien, les critiques sont élogieuses. Oui, tout à fait. Écoute, c'est sûr que c'est pas comparable aux deux derniers de Sony qui ont fait ça parce qu'ils étaient désespérés de garder les droits de la franchise, mais avec le hack qu'ils ont eu Ouais. en 2014, bon, ils ont eu des problèmes. Ils ont réussi à s'entendre avec Marvel. Donc, Spider-Man Homecoming, c'est pour dire aussi, Spider-Man revient à la maison, revient chez Marvel. Mais c'est pas tout à fait si simple que ça Ben, parce moi, que... j'ai aimé quand même. Tu as aimé quand même? J'ai aimé quand même. Oui. Ce que j'ai aimé, c'est, je pense, d'aller plus loin dans le personnage. Est-ce que c'est par l'influence des Avengers et de, Iron Man? Mais le costume de Spider-Man, ce n'est plus que l'intelligence de l'être humain, ce n'est plus que Peter Parker qui se fait piquer par une araignée qui finalement lui donne des pouvoirs, c'est-à-dire de pouvoir tisser des toiles. Véritablement, il y a une intelligence dans le costume qui fait que ça le rend encore plus, je dirais, fort et encore supérieur à d'autres versions de Spider-Man, je trouve. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'ordinateur dans le suit de Spider-Man, celle qui fait la voix, c'est Jennifer Connelly, qui est la femme de Paul Bettany, qui a fait la voix de Jarvis dans les Iron Man. OK. Ah oui? Pour vrai? Oui, tout à fait, oui. OK. Je savais pas cette étape-là. Oui, et écoute, mon avis à moi, je pense que c'est le meilleur à tous les niveaux. C'est sûr que je suis nostalgique par rapport Ouais, au à Tobey premier en Maguire. 2002 puis en 2004. Mais sinon, je pense que c'est vraiment le meilleur de la franchise. Le seul problème, ce qui m'a dérangé un peu dans ce film-là, c'est que il est encore ado. Marvel nous a dit, on va pas, c'est pas une histoire d'origine, il va pas se faire piquer puis on va pas revoir tout ce processus-là. OK, parfait, c'est bien, mais on est-tu encore obligé de le voir adolescent? Puis, il me semble que ça fait comme 15 ans qu'il est ado. Oui, mais en même temps, à chaque fois, on le relance avec un nouvel acteur, avec un nouveau personnage. Puis Oui. en même temps aussi, on l'amène toujours dans des zones avec des nouveaux méchants. Et puis, ce que je trouve également, c'est que dans cette édition-ci, là, dans ce Homecoming, on l'amène vraiment dans un autre type de caractère, d'autres traits de caractère qu'on n'avait pas vraiment de Spider-Man, dans le sens que c'est un gars qui est émancipé, qui est rebelle, qui est rafraîchissant, qui est ado, mais qui est un peu insolent, tandis que dans d'autres éditions, il était très gêné, très timide, renfrogné, bref. Mais c'est que Marvel on est ne voulait ailleurs, pas là. du tout toucher à ce qui avait été fait avant, ou même... et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont pas mal tout changé le personnage. Et au niveau des méchants, Marvel, c'est souvent fait critiquer parce que les méchants sont assez oubliables, disons. Vulture, interprété par Michael Keaton, c'est, à mon avis, Probablement le le meilleur méchant. Oui, hein? de l'univers Marvel jusqu'à date. Ouais. Il est parfait dans son rôle. Vraiment, à tous les niveaux, ce film-là est parfait. C'est vraiment juste le fait qu'il soit encore ado. Il me semble que je l'ai déjà vu, ça. Et d'ailleurs, tu sais, on parlait tantôt le hack de Sony en 2014. Quand je dis que Spider-Man est revenu à la maison parce qu'il est revenu chez Marvel, oui et non, parce que oui, en effet, c'est Marvel qui a les droits, tout ça. qui a les droits. Par contre, c'est Sony qui finance les Spider-Man et c'est Sony qui a le dernier mot au niveau OK, du scénario. créatif. OK, donc du contenu. Du contenu, c'est eux qui ont le dernier mot. C'est Marvel qui décide des acteurs. D'ailleurs, ils en ont auditionné 1500 pour trouver... C'est assez. Puis Tom Holland, à défaut du contraire, c'est un de ses premiers grands rôles au cinéma. Là. Comme le réalisateur Tom Watts, Tom qui était Watts. son deuxième Film connu. à plus oui, grande échelle. Cop Car, v'là un an ou 2 ans, qui était un tout petit film, donc il a passé de tout petit budget à 175 millions de dollars. Et d'ailleurs, je t'amène également sur la piste des Avengers. Qu'as-tu pensé de l'intrusion de Robert Downey Jr. avec son personnage de Iron Man, où on fait un clin d'œil, évidemment, au précédent film
aussi, que ce soit Captain America, Winter Soldier ou Civil War. Qu'as-tu pensé un peu de son apparition, là? Ah, moi, je trouve ça parfait comme ça parce que ça prend quelqu'un pour chapeauter un peu Spider-Man, pour le faire... Être un mentor, en C'est quelque ça, sorte. un mentor dans l'univers Marvel. Mais ce que Marvel a dit, c'est que Spider-Man, à partir de 2019, avec Spider-Man 2 qui va sortir, il va avoir un plus gros rôle que ce qu'on peut imaginer. Donc, moi, j'ai des petits doutes. Robert Downey Jr. a déjà dit qu'il veut se retirer du rôle de Iron Man avant que ça devienne une joke. Là, donc, il sent qu'il est à sa fin pour ce personnage-là. Parce qu'il y a un essoufflement un petit peu. C'est ça. Donc, il faut que quelqu'un prenne sa place. Et ce qui va arriver avec l'univers de super-héros en général, c'est que ce ne sera pas toujours les mêmes super-héros. Et moi, je pense que Spider-Man pourrait éventuellement prendre la place de Iron Man ou peut-être même Captain America. Ah oui, tu penses... Oui, il y en a un des deux, ou peut-être les deux même, je suis persuadé, ils vont mourir dans Avengers, le quatrième. Ce sera à voir, à surveiller, mais à tout le moins, il y a déjà un troisième de confirmé, le Spider-Man. Il y a Tom Holland qui s'est échappé dans une entrevue. Déjà, le deuxième était confirmé, mais il y a un troisième aussi qui est en chantier. C'est 5 films avec Spider-Man dans l'univers Marvel et planifié jusqu'à date. C'est à voir, puis à surveiller, puis on va compter sur toi, bien sûr, pour nous tenir au courant. Merci beaucoup. 11 Lavallois qui joueront dans la Ligue canadienne de football. On a beaucoup de talent sur le plan des footballeurs originaires de Laval ici depuis quelques années. Et même, on vous les recense à chaque semaine ou presque ici dans le TV Laval Nouvelle. Et 11 joueurs lavallois, dont 8 qui ont percé l'alignement partant d'une équipe de la Ligue canadienne de football en 2017. Les Alouettes de Montréal comptent dans ses rangs 3 joueurs locaux, soit Martin Bédard, Jesse Joseph et Frédéric Plessius. Bédard, spécialiste des longues remises, va amorcer sa 9e campagne avec les Oiseaux. Joseph en sera à sa 3e, alors que Plessius fera ses débuts dans l'uniforme bleu, blanc et rouge. La recrue junior Luke n'a causé aucune surprise en perçant l'alignement des Lions de la Colombie-Britannique. Il a réussi un plaqué défensif dans chacune des 2 rencontres préparatoires des Lions. Le secondaire recrue Christophe Mulumba Tsimanga, qui sera aussi de la partie. Il a impressionné la direction des Eskimos à qui l'ont gardé au sein de l'alignement partant. Le spécialiste des longues remises des St. Peters de Calgary, Pierre-Luc Caron, va amorcer sa 2e campagne en Alberta, tandis que le demi-défensif du Rouge et Noir d'Ottawa, Antoine Pruneau, en sera, lui, pour sa part, une 4e année. Les deux Lavallois s'étaient affrontés en finale de la Coupe Grey l'automne dernier. Carl Olivier Prime en sera à une 5e saison avec les Tiger Cats d'Hamilton. L'ancien batteur des Nomades du Collège Montmorency, c'est Félix Ménard-Brière, a eu moins de chance en étant retranché de l'alignement partant des Blue Bombers de Winnipeg. Ils ont décidé de le garder sur l'équipe de pratique. Il a réalisé plusieurs bottées d'envoi, soit 10, et de dégagement lors des 2 verdicts nuls des Blue Bombers en joute préparatoire. Enfin, le plaqueur Mathieu Dupuis a été libéré par le Rouge et Noir d'Ottawa. Il a immédiatement été réclamé par les Tiger Cats d'Hamilton, qui l'ont placé au sein de la formation de pratique, tout comme Sean Thomas Erlington. Baseball, les Pirates qui accueillent évidemment l'équipe junior cubaine ici en territoire lavallois. C'est les joueurs des Pirates de Laval qui auront le privilège d'accueillir l'équipe nationale junior cubaine le mercredi 19 juillet à 19h30 au parc Paul-Marcel Maheu. Il s'agira d'un 13e match en 17 jours pour la formation cubaine qui fait le tour des équipes du circuit de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Cette série de parties servira de préparation pour l'équipe cubaine en vue de la Coupe du monde de baseball junior qui aura lieu à Thunder Bay en septembre prochain. Depuis le début de la tournée de l'équipe, on voit les résultats et on sait que la tâche sera colossale, souligne le gérant des Pirates, Daniel Brodeur. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la formation nationale. Ce sont les meilleurs joueurs du pays dans cette catégorie. Brodeur y voit une expérience unique pour ces joueurs de se mesurer à une équipe de calibre international. Ils s'en souviendront toute leur vie quand ils verront un de ces joueurs dans les ligues majeures un jour. Ils pourront dire que le temps d'une partie, ils ont été sur le même terrain. Il affirme que ces hommes en auront plein les bras. On s'attend à ce que ce soit un beau défi en style. Notre équipe nationale junior a de la difficulté à battre Cuba, qui est en avance sur le Canada côté baseball. On peut s'imaginer comment la commande sera lourde pour une équipe régionale. Il avoue humblement qu'il aurait aimé vivre cette expérience comme joueur. Les jeunes parlent beaucoup de ce match. Ça leur donnera la chance de voir un autre calibre. Et la partie sera de 9 manches, alors qu'en temps normal, les parties de la Ligue de baseball junior élite du Québec ne sont que de 7 manches. Cette joute comptera pour le classement des équipes. Toutefois, les statistiques des 7 premières manches seront comptabilisées. Les billets pour d'ailleurs un match sont en vente au coût de 10 $ chacun et aideront à financer les différentes équipes
de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Ils sont disponibles au comptoir de la cantine du parc Paul-Marcel Maheu. Voilà les soirs de match des Pirates junior 2A et Pirates junior élite. Il est aussi à noter que l'entrée sera gratuite pour les enfants de 14 ans et moins. L'argent pour les Blue Sox à Pointe-aux-Trembles. Équipe de baseball Midget 3A, 3L de la Rive-Nord regroupant les athlètes des Laurentides, Lanaudière et Laval étaient, dans le fond, de l'organisation hôtesse de la classique estivale du 30 juin au 2 juillet. Et les locaux ont bien fait en subissant l'élimination, dis-je bien, en demi-finale des classes D1 et D2. La formation lavalloise a donc décroché la médaille d'argent dans la classe A. Les Blue Sox se sont inclinés dans un duel de lanceurs lors de l'ultime rencontre. Laval-Est a mal amorcé le tournoi avec un revers de 7-4 dès son premier match face aux ambassadeurs de Saint-Hubert. Les protégés de l'entraîneur Serge Carrière ont renversé la vapeur en signant des triomphes de 10-6 face aux Patriotes de Longueuil et de 12-2 en demi-finale contre les Bucks de Saint-Léonard. L'eau, la vie. Voilà le nouvel engagement des passionnés des arts visuels. 32 nouvelles toiles à découvrir autour de la fameuse galerie itinérante des passionnés au cours de l'été. C'est ce qu'a annoncé Mme Francine Gauthier, présidente des passionnés. Du 20 au 25 juillet, le public pourra découvrir les œuvres des artistes chez H&M au 1555 boulevard Le Corbusier à Laval. Le 20 sera aussi un jour de lancement pour un livre d'art intitulé « L'eau, la vie ». L'ensemble des œuvres des peintres s'y trouve précédé d'un récit intitulé « L'eau, c'est de l'or qui tombe du ciel ». À l'hiver 2017, 32 peintres se sont inspirés de ce récit pour proposer leurs œuvres. C'était avant que des pluies abondantes n'accablent bon nombre de citoyens. Les passionnés souhaitaient resserrer les liens entre l'eau, l'art et l'être humain. L'on pourra aussi apercevoir la collection L'eau, la vie devant la galerie Le Pépin d'Art et y faire la rencontre de plusieurs peintres qui ont participé à cette aventure culturelle. Le public pourra non seulement acquérir les œuvres des passionnés, mais aussi le livre d'art qu'ils ont consacré à cette collection. L'eau, la vie. Les passionnés des arts visuels vous donnent rendez-vous afin de découvrir leur nouvelle toile. Du 20 au 25 juillet chez H&M au 1555 boulevard Le Corbusier à Laval et devant la galerie Le Pépin d'Art au 204 boulevard Sainte-Rose du 28 au 30. Voilà, c'est ce qui termine presque cette édition du TV Laval Nouvelle. Je vous réitère l'invitation de la semaine prochaine pour une dernière fois durant cette saison estivale 2017. Tout comme vous êtes peut-être en vacances. On a quand même besoin de vacances, nous aussi. On sera de retour cet automne, mais évidemment, on va recharger les piles. On se souhaite tous du beau temps. Je vous souhaite de très belles vacances. Prendre note que notre bingo ici ne prend pas relâche et vous pouvez tous les dimanches remporter cette rondelette somme de 3 500 $, 2 000 $ la carte pleine. Plus de détails TVRL.ca tous les dimanches matin ici. C'est bingo et je vous dis à très bientôt. Salut!